Alors, bonjour, bienvenue à cette nouvelle formation de Maelstrom Média. Je suis en compagnie de Maître Anne-Sophie Doré, avocate en droit de l'environnement. Bonjour, Maître Doré. Et on va parler aujourd'hui de biodiversité, sujet d'actualité s'il en est un, et de plus en plus d'actualité. Et Anne-Sophie, j'aimerais vous entendre d'abord sur... on entend de plus en plus parler de biodiversité, mais d'où ça découle exactement? Il y a des outils internationaux, il y a du droit interne. D'où on part pour parler de biodiversité? Mm-hmm. Mais en effet, probablement que plus récemment, dans l'actualité, on en a beaucoup entendu parler de protection de la biodiversité, notamment parce qu'il y a eu ce grand rassemblement qui est la COP15 qui s'est tenu à Montréal. Donc, étant chez nous, on en a plus entendu parler. Donc, pour remettre un petit peu en perspective, qu'est-ce que ça a été finalement, cette COP15-là, puis qu'est-ce que ça crée comme effet? Donc, la COP15, c'est la conférence des parties de la Convention sur la biodiversité, donc la diversité biologique. Et c'était la réunion là, de ces parties-là pour se doter d'un plan d'action pour la suite, pour arriver à des objectifs de protection de la biodiversité pour 2030. Donc, cet accord-là qui a été conclu, le cadre mondial Kunming-Montréal, finalement, ça a doté de cibles très précises tout l'ensemble des États qui sont partis à cette convention-là pour finalement là, qu'on ait des objectifs concrets qui se répercutent ensuite dans les États. Donc, on a beaucoup entendu parler, notamment parce que c'était à Montréal, mais aussi parce que, finalement, ce sont des efforts qui doivent être redoublés parce que, on est déjà aujourd'hui en 2024, ce sont des objectifs pour 2030 et des objectifs qui sont, somme toute, ambitieux. Donc, notamment la cible qu'on a beaucoup entendu parler de 30 % de protection du territoire d'ici 2030. 30 % du territoire, quand on est dans des milieux comme au sud du Québec, qui sont plus urbanisés, c'est quand même une bonne proportion du territoire. Donc, il y a plein d'actions qui vont devoir être entreprises par les gouvernements qui vont finalement avoir des répercussions directes sur notre façon de vivre aussi, puis qui vont avoir des implications juridiques très concrètes. Et si un traité international comme ça a été nécessaire dès le début, c'est que c'était pas naturel pour les États, peut-être auparavant, de protéger la biodiversité. On en est venu à des conclusions qui y avaient péril dans la demeure, si on veut. Mm-hmm. C'est sûr que là, on constate, en effet, d'un point de vue scientifique, qu'il y a vraiment un déclin de la biodiversité et que finalement, là, malgré le fait que cette convention-là, à la base, a été conclue en 1992, reste qu'il y a vraiment un déclin de la biodiversité en ce moment. On parle même d'extinction de masse là, dans certaines littératures scientifiques. Donc, il faut finalement redoubler d'efforts. Puis c'est pour ça qu'il y a eu ce nouveau cadre mondial-là aussi qui a été adopté par les États. Avant d'entrer dans les technicalités juridiques, peut-on donner une définition générale, justement, de la biodiversité? C'est d'abord un équilibre de la nature, l'équilibre sur lequel est basée la vie sur Terre, si on veut. Mm-hmm. Puis c'est, en effet, là, on pense souvent aussi, quand on parle de biodiversité, de la protection des espèces fauniques, des espèces floristiques, mais aussi la protection, finalement, de leur habitat, des écosystèmes aussi en tant que tels, puis d'avoir une variété de ces écosystèmes-là. Donc, de se dire, il faut qu'il y ait toute la représentativité, finalement, des écosystèmes qu'on est capable de retrouver sur des territoires, dans des États, sur la planète, qu'on arrive à préserver pour que cet équilibre-là naturel soit préservé également. Exactement, et préserver, finalement, la vie au bout du compte. Exact. Alors, on parle de traités auxquels on souscrit les États, le Québec, le Canada notamment. Comment ça s'articule sur le plan du droit interne? La particularité, en fait, dans ce cas-ci, c'est qu'on ne va pas avoir une loi, par exemple, qui va retransposer telle quelle une convention ou un accord en matière de biodiversité, mais c'est davantage que ça va se répercuter dans plusieurs lois, plusieurs outils juridiques qu'on a déjà dans notre corpus, mais qui finalement vont devoir aller peut-être un petit peu plus loin, où il va y avoir des impératifs politiques qui vont s'ajouter à ce cadre juridique-là. Donc, quand on parle de protection de la biodiversité, là, je le mentionnais, on parle de la protection des espèces, mais on parle aussi, et peut-être mettre le focus là-dessus, la protection du territoire, qu'il y a des mesures qui sont très précises aussi pour arriver à faire de la protection de ce territoire-là. Puis finalement, on a déjà plusieurs outils juridiques qui sont déjà en place au Québec là, par le gouvernement provincial, le législateur provincial, pour arriver à faire de la protection du territoire. Et est-ce que, le Québec partait en retard par rapport aux obligations auxquelles il a souscrit finalement? Évidemment, il y avait déjà des obligations, des engagements qui avaient été pris par le Québec avant la conclusion du cadre mondial de Montréal. Donc, ces engagements-là, c'était de 17 % de protection du territoire terrestre pour 2020, puis on y est arrivé à la juste limite, en fait, là, en 2020, à avoir ce pourcentage-là de protection.
Donc, il y avait déjà ces engagements-là qui existaient, des lois aussi qui étaient là pour soutenir ces engagements-là, notamment la loi sur la protection du patrimoine naturel, mais qui ont été révisées depuis. Là, on a des grands mouvements de réforme, en fait, en ce moment, dans tout ce qui touche droit de l'environnement, aménagement du territoire. Il y a eu beaucoup de réformes récentes puis qui vont finalement avoir des répercussions aussi là, sur les actions qui vont pouvoir être prises par le Québec. Mm-hmm. Et quand on parle de protection du territoire, est-ce que ça voudrait dire interdire complètement, disons, un territoire donné au développement quelconque? Est-ce que c'est absolu ou ça peut être une protection sur certains aspects? Est-ce que ça peut être l'encadrement de la construction, l'encadrement de projets? Mm-hmm. Bien, dans certains cas, ce sera absolu parce qu'on va avoir besoin d'avoir des sites qui vont être protégés dans leur intégralité. Mm-hmm. Ça peut être, par exemple, parce qu'ils ont une valeur écologique particulière. Puis, il va y avoir dans certaines circonstances aussi des sites où ils vont être protégés partiellement, où il y a des activités qui vont rester permises. Cette particularité-là, en fait, cette modulation-là, elle est prévue à la fois dans le cadre mondial, mais aussi dans nos outils juridiques par la suite. Puis il y a aussi des lignes directrices, finalement, qui sont développées pour qu'il y ait différents statuts de protection des territoires, pour qu'en effet, bien, ce soit aussi adapté à ce que bien, l'humain puisse quand même y vivre là, dans ce territoire-là. Tu sais, on est présent aussi, puis on l'utilise, puis on y a accès à la nature. Donc, tous ces éléments-là sont pris en considération dans les différentes modulations de protection. Parfait. Et d'ailleurs, venons-en aux principaux acteurs là, de la protection du territoire au Québec. C'est une responsabilité partagée entre municipalités et la province. Et c'est évidemment des dossiers complexes. Si on rajoute des juridictions comme ça, comment ça s'articule exactement? Mm-hmm. Bien, en fait, j'ajouterais même à ça qu'il peut aussi y avoir des particuliers qui peuvent, de leur plein gré, là, évidemment, c'est un choix qu'ils peuvent faire, mais qui peuvent décider d'agir aussi pour la conservation, la protection de la biodiversité. La loi leur prévoit d'ailleurs des mécanismes là, pour qu'il y ait aussi des particuliers qui puissent y participer. Mais évidemment, bien, il y a le provincial qui va donner certaines obligations, mais aussi certains moyens aux municipalités pour qu'elles arrivent à faire de la protection du territoire. Puis on ajoute à ça le fédéral qui, dans une certaine portion des terres du domaine de l'État fédéral va intervenir aussi. Donc, en effet, il y a plusieurs acteurs, puis c'est un peu classique en environnement. Finalement, on se retrouve avec tout le monde qui doit participer à atteindre un objectif commun. Puis, bien, ça crée aussi des frictions, donc des litiges dans certaines circonstances. Avec j'imagine, avec des actions qui s'inscrivent dans le contexte de chacune des actions qui sont posées. On ne peut pas établir un cadre d'analyse strict à toute situation qui est rencontrée dans la protection du territoire, j'imagine. Bien, c'est sûr, en fait, qu'il n'y a pas, une recette qu'on peut appliquer. Par exemple, bon, si on parle des municipalités, il n'y a pas nécessairement une recette qu'on peut appliquer pour chacune des municipalités. Voici comment faire pour faire de la conservation, de la protection du territoire, parce qu'il faut s'adapter, finalement, comme on le mentionnait, à pouvoir moduler en fonction d'activités permises. Donc, en fonction des acteurs aussi, est-ce qu'il y a des activités agricoles? Est-ce qu'il y a des activités forestières? Est-ce qu'on veut qu'il y ait du tourisme? Tous ces éléments-là vont venir finalement jouer sur la façon dont on va pouvoir utiliser tel ou tel outil juridique, puis comment est-ce qu'on va pouvoir placer un modèle de protection du territoire qui va être cohérent. Et avant d'entrer justement dans les pouvoirs, les compétences précises, est-ce qu'on pourrait dire que même si on parle de loi, de cadre juridique, la politique ne vient pas s'en mêler à un certain point? Bien, certainement, parce que finalement, les lois qu'on utilise, elles n'ont pas nécessairement été conçues pour un objectif de protection de la biodiversité. Donc, on va avoir des lois qui vont venir teinter comment est-ce qu'on va utiliser ces outils juridiques-là. Puis même des politiques là, qui ne sont pas nécessairement elles-mêmes prévues pour la protection de la biodiversité. Un exemple, le ministre de l'Environnement a l'obligation d'adopter une politique cadre pour la lutte au changement climatique. Donc maintenant, c'est le plan pour une économie verte. Mais dans le plan pour une économie verte, il y a toute une section qui parle de mesures pour arriver à faire la protection du milieu naturel et protection notamment de milieux humides, aussi milieux boisés, mais dans une perspective de lutte au changement climatique. Fait que dans cette politique-là, on va parler notamment de captation du carbone puis de l'importance des milieux naturels pour avoir un équilibre aussi dans la lutte aux émissions de gaz à effet de serre, pour la diminution de ces émissions-là. Donc, il y a une perspective de protection de la biodiversité, de protection du territoire, mais avec des objectifs qui sont différents, mais qui vont finalement participer aussi à construire un ensemble juridique qui va mener à une certaine protection du territoire puis qui va
finalement appuyer là, l'objectif notamment de 30 % de territoires protégés en 2030. Alors, venons-en justement au pouvoir, aux compétences de la municipalité. Comment ça s'articule au quotidien? Parce que c'est vraiment les premières à être sur la ligne de front. Là, oui, en effet, les municipalités sont certainement l'acteur le plus important là, pour concrétiser l'aménagement du territoire. Donc, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme le prévoit que c'est une compétence qui est une responsabilité, en fait, plutôt qui est partagée entre le gouvernement provincial et les municipalités. Mais ce sont elles qui vont poser les gestes les plus concrets qui vont avoir une influence sur l'aménagement du territoire. Donc, quand on parle d'aménagement du territoire puis de façon dont la municipalité va moduler qu'est-ce qu'on fait avec notre territoire, on pense souvent au règlement de zonage, qui est comme le règlement probablement le plus connu. Ce règlement-là va nous dire par zone qu'est-ce qu'on a le droit de faire, quelles activités, quels usages sont possibles en fonction des secteurs de la municipalité. Mais c'est en fait un des derniers éléments de la chaîne parce qu'on doit aussi prévoir qu'est-ce qu'on fait en aménagement du territoire, donc avoir des documents de planification donc qui sont soit pris par la communauté métropolitaine, si on est à Montréal, à Québec, les MRC, donc municipalités régionales de comté, qui vont aussi adopter des schémas d'aménagement et de développement qui vont se répercuter dans les municipalités par leur plan d'urbanisme, mais aussi par leur règlement d'urbanisme qui vont devoir prendre en compte, en fait, toutes ces considérations politiques de planification et qui vont désormais, avec les réformes récentes de la loi, devoir considérer des objectifs de protection de la biodiversité, de connectivité écologique et de gestion intégrée des ressources en eau. Donc, tous ces éléments-là vont s'intégrer dans les règlements municipaux également.